Bienvenue dans Cross and Run, le podcast dans lequel on parle de sport, de dépassement de soi. Je suis ton hôte, Quentin Lissard. Aujourd'hui, on est avec Pierre Chemel pour la V2. Pierre, qui est préparateur mental. What's up les boys et les filles? J'espère que ça va. Ça va Pierre? Ça va et toi? Ça va nickel. Écoute, je suis content qu'on fasse une petite partie 2. Parce qu'on a fait une partie 1 et je sais qu'à la fin de la partie 1, on m'a fait des messages, on est venu me voir en physique pour me dire Quentin, la partie 2, elle est où? On attend. Donc c'est bien que tu puisses venir dans ce podcast. T'es bien installé comme la dernière fois. Parfait. Très bien. bon. Très bien. Ton petit verre d'eau si jamais t'as soif. Première partie, on a parlé beaucoup des sportifs. De toute façon, je pense que là, on va continuer aussi à en parler. Mais c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Tu vois, typiquement, moi, je suis dans une équipe de commerciaux actuellement. Et tu vois, il y a beaucoup de demandes, notamment sur tout ce qui est gestion du stress, etc. Et je pense que c'est des sujets qu'on peut aborder dans ce podcast pour toucher un peu plus tout le monde. Pour commencer, sur ton Instagram, j'ai vu que tu as mis une petite phrase, moi, qui m'a intrigué directement. C'est Don't fight yourself. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de cette phrase? Ouais. Alors bon, j'aurais pu prendre plein de phrases dans le même style, mais j'ai choisi Don't Fight Yourself. Le but de cette phrase, un peu, c'est ne te combats pas toi-même. Dans le sens où, moi, je fais des sports de combat, et souvent, il y a un petit peu une métaphore qu'on prend quand on voit quelqu'un stressé ou trop stressé sur le ring, c'est qu'on dit qu'il n'est pas en train de combattre avec son adversaire, mais il est en train de se combattre lui-même. Et déjà que c'est difficile de combattre un adversaire, alors se combattre soi-même, en plus, ça fait quand même 2 adversaires pour une personne, quoi. Donc c'est chaud, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai pris un petit peu cette métaphore. Et que ça fait partie de mes slogans dans mon entreprise. Parce que je pars du principe que on a des combats dans la vie, que ce soit des combats personnels, tu vois, dans le sens où je veux devenir un sportif de haut niveau, je veux réussir telle compétition, je suis dans une boîte, je veux que ma boîte réussisse, je suis, par exemple, je sais pas, je suis engagé politiquement et je veux que mon parti réussisse et je veux aider un maximum de monde. Tout ça, c'est des combats. Ça peut être des combats pour soi, des combats pour les autres, peu importe, mais dans tous les cas, c'est des combats. Et pour moi, le pire un petit peu, c'est de se dire que on a un combat dans la vie, mais on va se combattre parfois plus soi-même que d'essayer de réaliser l'objectif qu'on essaie vraiment de réaliser. Et c'est pour ça que j'ai mis ça moi sur mon site ou dans ma bio. C'est vraiment ce côté-là. En gros, apprenez à lâcher prise, apprenez à ne plus vous combattre pour vous concentrer vraiment sur ce qui est important pour vous, quoi. Voilà. Et tu vois, c'était pas prévu, mais du coup, j'ai une question forcément qui me vient. Comment on apprend à moins se combattre? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce qu'il y a des techniques pour justement essayer de le faire? C'est une très bonne question dans le sens où est-ce que ça prend du temps ou pas? Ça va dépendre. Ça va dépendre du travail à faire, ça va dépendre de l'objectif aussi. Parce que parfois, un petit objectif, il suffit d'un petit coup de pouce ou d'un petit changement pour arriver à débloquer un truc intérieur et à aller le réaliser. Parfois, il y a des objectifs qui sont beaucoup plus conséquents. Et parfois aussi, les blocages internes, ils sont beaucoup plus forts. Tu as des personnes qui ont entretenu certains blocages pendant des années, parfois depuis l'enfance. Et ce qui fait que parfois, ça peut être un petit peu difficile d'en sortir. Mais dans tous les cas, commencer un travail dessus, commencer à travailler sur ses blocages, commencer à travailler sur ses peurs, commencer à travailler sur ses émotions, on voit des changements très rapidement. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un changement de 0 à 100 tout le temps en 2 séances, mais souvent, il y a du changement très rapidement et déjà, la personne se sent libérée très rapidement. Ouais, c'est pertinent. Et tu vois, moi, hier, j'étais en réunion. Parce que bref, j'ai un projet là sur le côté. Et on est 3 dans le projet. Ok. Je sais que moi, ces personnes qui, du coup, m'associent, elles sont très axées dev perso, etc. Et elles font beaucoup d'affirmations. Et en fait, le but, les deux, du coup, se font pas encadrer, mais accompagner plutôt. Ok, d'accord. Par quelqu'un, justement, qui les aide à casser un peu leurs croyances limitantes. Ok, d'accord. Donc, c'est des blocages, en fait, tu vois, qu'elles avaient et que, du coup, elles essayent, voilà, de débloquer, du coup. Et hier, on arrive sur un point. Et pour moi, c'était vraiment, tu vois, impossible à faire. Et ils m'ont dit, Quentin, ouais, si moi, je pense aussi que c'était impossible, tu vois. En fait, on m'a aidé. Et là, actuellement, je pense que tu as des croyances limitantes. Et du coup, tu penses, comment est-ce que je pourrais, sans me faire un cours d'une heure, tu vois, mais rapidement, peut-être essayer de bosser dessus. Est-ce qu'il faut que je visualise la chose en train de se passer correctement pour moi? Est-ce qu'il faut que je médite? Est-ce qu'il faut que j'écrive sur papier ce que je ressens? C'est quoi un peu les astuces que tu aurais à me donner? Alors, c'est intéressant déjà parce que on va juste parler un petit peu de la croyance. Une croyance, c'est un jugement qu'on a sur la réalité. C'est qu'on dit, ah bah, je considère ça comme vrai. Ça peut être, par exemple, on a des croyances aidantes et des croyances limitantes. Une croyance limitante, ça veut dire, ah bah, je suis incapable de réaliser tel objectif.
ça peut être vrai, comme ça peut être totalement erroné. Dans tous les cas, faut quand même essayer qu'on a un objectif si on veut le réaliser. Après, il y a des croyances aidantes. Par exemple, je suis capable de faire ça, je suis assez intelligent pour faire ça, ou si je suis pas assez intelligent pour le faire, je suis capable de développer des compétences et de l'intelligence pour réussir tel objectif. Et donc, ce qui est intéressant avec la croyance, c'est que c'est un des niveaux de fonctionnement les plus profonds de l'individu. C'est-à-dire que la croyance va conditionner le comportement et en général, on va chercher à confirmer une croyance. Donc, si tu as une croyance sur la vie, sur un domaine en particulier, sur toi-même, par exemple, l'estime de soi, si on en parle, c'est une croyance sur soi-même, hein, c'est une vision qu'on a de soi-même, et ben, ça va conditionner certains comportements qui vont venir confirmer cette croyance. Et donc, on se retrouve dans un cercle qui peut être vicieux ou vertueux. Tu vois. Et donc, la première chose, quand on a une croyance, c'est déjà d'en prendre conscience. Mais si tu n'as pas conscience de tes croyances, limitantes ou aidantes, tu pourras difficilement travailler dessus. Parce que tu ne te rendras pas compte des changements ou c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs. Mm. Quand tu as un gros changement dans ta vie et que tu sens que ton mindset a totalement changé, c'est que naturellement, il y a un truc qui s'est passé, tu as fait une rencontre, tu as parlé avec quelqu'un que tu connaissais pas. Et d'un seul coup, ça t'a changé tout ton mindset. Et là, il y a eu un changement, mais que tu n'as pas déclenché toi-même. C'est un changement qui s'est fait naturellement, donc tu n'as pas déclenché. Donc, tu vois, en parlant à tes collègues, quand ils t'ont dit ah bah, t'as peut-être des croyances limitantes sur tel et tel truc, première chose, c'est de s'en rendre compte. C'est de se dire, ok, qu'est-ce que je crois vrai? Qu'est-ce que je crois faux? Qu'est-ce que je pense dans cette situation que je suis capable de faire, que je suis pas capable de faire? Est-ce que, par exemple, il y a des débats hyper importants, est-ce que la réussite, ça dépend de toi? Ou est-ce que ça dépend pas de toi? Débat un petit peu complexe, on pourra en parler, mais Ouais, c'est un bon, ça, c'est une bonne question, ça. c'est une question qui est fondamentale, surtout dans le sport d'ailleurs. Parce que si tu dis que tout dépend de toi, ça fait une pression énorme sur le dos. Si tu dis que tout dépend pas de toi et qu'en fait, il n'y a rien qui dépend de toi, potentiellement, tu vas rien faire pour t'améliorer, pour réaliser tes objectifs. Donc, il faut trouver un entre-deux là-dedans qui te permette de pouvoir gérer la pression efficacement et d'aller dans le sens de tes objectifs. Donc voilà, première chose, prendre conscience de ses croyances. Une fois que tu as pris conscience de tes croyances, il faut savoir vers quelle croyance tu veux aller. Ça, c'est important. Ouais, Ah oui, oui, ouais, oui. mais non, mais c'est bête, hein, c'est tout con, mais en vrai, si tu as conscience de tes croyances, mais que tu sais pas où aller, eh ben, tu vas nulle part. Donc, c'est toujours, de toute façon, c'est toujours comme ça que ça se passe. Tu sais où tu veux pas aller, t'en as conscience, tu sais où tu veux aller, t'y vas, avec différentes techniques. Et là, par exemple, ça va être un travail sur les pensées, tu as parlé d'écrire tout à l'heure, ça peut être un très bon exercice, parce que quand tu vas écrire de manière naturelle, tu vas te rendre compte de tes croyances, de tes pensées, tu vas pouvoir coucher des choses sur le papier qui sont intéressantes, et tu vas te rendre compte à certains moments qu'il y a justement un petit dilemme interne auquel tu n'avais pas du tout conscience avant, et là ensuite, ça peut être un travail aussi de reformulation, de dire ok, se dire ok, il faut, tiens, avec une athlète, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps au cabinet, sa croyance limitante, c'était qu'il fallait travailler beaucoup plus que les autres pour réussir. C'est un peu ce que moi je pense aussi. Ok, d'accord. Ouais, C'est ce que tu penses. c'est ce que je pense. Et moi, tu vois, tous les jours, enfin, ma réussite, en tout cas, j'ai du mal à me sentir bien. Si, on va dire, une journée normale, c'est pas, je suis au bureau à 7h30, 8h, Ok. et je pars à 20h le soir, tu vois. D'accord, ok. En fait, pour moi, c'est que mon temps, entre guillemets, je sais pas, je l'ai perdu ou j'ai pas fait assez, tu Ok, d'accord. Toi, t'as l'impression que tu l'as perdu ou que t'as pas fait assez. vois. Ouais, bah un peu, du coup, comme ton athlète, du coup, je pense. C'est exactement pareil. Mon athlète, pendant un bon moment, ses coachs lui ont dit, t'as pas le talent de tes coéquipiers, donc il va falloir que tu travailles plus pour réussir. Et c'est un problème parce que c'est à la fois vrai et pas vrai. Effectivement, quand tu as un objectif très ambitieux, il faut travailler. C'est obligatoire. Mais il y a la qualité du travail qu'on ne prend pas souvent en compte. Est-ce que tu travailles dans la bonne direction? Est-ce que les efforts sont orientés dans la bonne direction? Est-ce que tu fais bien les choses? Ça va être beaucoup plus important que la quantité de ce que tu vas faire. Tu peux répéter 1000 fois un mouvement. Si c'est un mauvais mouvement, tu auras automatisé un très mauvais mouvement. Par contre, si tu as répété 1000 fois un bon mouvement, à la fin, tu auras un super mouvement. Parce que le mouvement était de qualité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça fait sens, c'est clair. Ouais, c'est clair. Donc, tu vois, ça, par exemple, sur cet exemple-là, eh ben, on avait travaillé là-dessus, par de la discussion, un petit peu par aussi de l'écriture, et elle s'est rendue compte qu'effectivement, elle avait cette croyance-là. Et donc, elle se fatigue au quotidien, elle peut même se mettre en surentraînement. Après, c'est un porte ouverte au burn-out ou à d'autres choses. Et donc, en travaillant là-dessus, elle a pu prendre conscience aussi de ses pensées qui étaient liées à cette croyance, les pensées naturelles qui découlent de cette croyance, et finalement, elle a pu trouver une croyance alternative. Se dire, ok, bon, ça peut être quoi la croyance alternative? Il faut pas forcément travailler plus que les autres, mais il faut peut-être travailler mieux que les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on me dit aussi de plus en plus au Ok, quotidien. On me dit, d'accord. ouais, là, tu bosses beaucoup, mais est-ce que c'est efficace? Moi, je me persuade que oui, Ah. parce que du coup, je mets en place des techniques. Enfin, tu sais, deep work, tout ça, bref, parce que Uh-huh. le but, c'est aussi de traquer comment tu taffes et Ouais. est-ce que c'est de qualité?
Mais c'est sûr que oui, tu vois, typiquement, lundi, mardi, j'ai beaucoup travaillé, c'était bien quali. Là, je sens qu'aujourd'hui, je suis plus fatigué. D'ailleurs, je te l'ai dit en arrivant, tu vois. Ouais. J'ai dit, voilà, hier, le sport, en plus, ça m'a un peu cassé. Mais non, ça, c'est des bons sujets. Et c'est vrai que quand tu y penses, en fait, toute ta vie, en fait, elle est faite de croyances. Et en fait, ça, c'est la base des bases. Je sais que même moi, avant, quand je commençais un petit peu à m'intéresser au dev perso, c'était vraiment ça aussi qui mettait au début en avant. Et je pense que, tu vois, moi, depuis que je commence un petit peu à changer mes croyances, à les casser, etc., ma vie, elle change. Par contre, il y a un sujet aussi auquel moi je suis confronté, c'est le stress. Ok. Ouais. Et moi, de ce que je peux voir, il y a quand même pas mal de personnes qui sont confrontées à ça. Est-ce que toi, c'est pareil, tu as beaucoup de personnes qui viennent te voir pour des sujets liés au stress, ou est-ce que c'est pas. Ou est-ce que voilà, c'est très peu commun en fait 90%. Ah, c'est énorme quand même. Minimum. 90% minimum des consultations, c'est pour de la gestion du stress. Parce que le stress, c'est un petit peu un fourre-tout, tu vas tout mettre dedans. Mais en général, c'est un problème de gestion du stress. C'est-à-dire que je suis moins bon en compétition qu'à l'entraînement parce que je stresse trop. Je suis fatigué au quotidien parce que j'ai trop de stress chronique, par exemple. C'est que des problématiques comme ça. Et donc, que ça soit dans le milieu du sport ou dans notre milieu. Donc, c'est toujours un petit peu ce phénomène de stress qui revient. Et parce qu'il est aussi très on va dire, le stress est très présent dans la société actuelle. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. On est toujours soit trop optimiste, soit trop en mouvement. Enfin, c'est difficile parfois de trouver un entre-deux. Ce qui fait que la porte ouverte au stress est quand même hyper. La fenêtre, elle est immense. C'est clair. Et comment du coup tu fais pour peut-être mieux gérer ton stress? Parce que tu as aussi le stress, tu vois, c'est un truc tout bête, mais je sais que typiquement, moi quand je suis beaucoup sur les réseaux, parce que maintenant, nous on a des métiers où on parle avec des gens, etc., faut qu'on soit quand même connecté aux gens. Et ça, c'est stressant, tu vois, je trouve quand même. C'est stressant, comme tu dis, le fait de bouger beaucoup, c'est stressant. Le fait, dans la journée, d'avoir beaucoup de choses à faire, c'est aussi stressant. Mais, et parfois, en fait, t'as peut-être pas forcément, tu vois, le temps tu sais, de te poser un peu, etc. Ouais, Toi, c'est quoi un d'accord. peu, du coup, les conseils que tu aurais pour, dans un monde qui est stressant, le rendre moins stressant? Je sais pas si la question est de la poser, tu vois, mais... Si, complètement. Il y a plein de choses à faire, mais pour moi, déjà, la première chose, c'est de donner une définition au stress. C'est-à-dire que si tu sais pas sur quoi tu bosses peut-être dans le vent. Donc, c'est hyper important de lui donner une définition. Ma définition du stress, elle est toute simple. C'est le processus d'adaptation. C'est un processus d'adaptation de l'organisme. Donc, le stress, il est ni positif ni négatif. Il est neutre. Le stress, il est complètement neutre. Il te sert simplement à t'adapter à des situations. Et ensuite, on peut faire différentes classifications. Une fois que tu sais ce que c'est que le stress, tu peux commencer à reconnaître aussi tes symptômes de stress. Donc, te dire, OK, est-ce que j'ai du stress plus somatique, donc au niveau corporel? Est-ce que j'ai du stress plus cognitif? Beaucoup de pensées, beaucoup de charge mentale, beaucoup de fatigue, peu de lucidité, tu vois, ce genre de choses. Putain, je savais pas qu'il y avait les deux. Je t'ai coupé, excuse-moi, mais je savais même pas qu'il y avait les deux entre le cognitif et le corporel. En fait, t'en as plein. Ok. T'en as plein. T'as même le comportemental. En fait, suivant les études ou là où tu vas chercher, t'as différentes classifications. Mais moi, j'en retiens trois principalement. C'est le somatique, le cognitif et le comportemental. Par exemple, si tu vois un tigre qui est en liberté, tu vas courir Ouais, balle. c'était fait normalement, tu vas courir. Ouais, Je pense, ouais. donc là, on a un stress comportemental qui a été déclenché par des pensées et des émotions. Donc, c'est pensée, émotion, comportement. Et donc là, tu vois, c'est un intérêt. Mais c'est important de savoir, du coup, quand on a du stress, ou même pour savoir si on n'en a pas, quels sont les symptômes de nos stress. Donc, cognitif, ça va être les pensées, principalement, le niveau d'alerte, le niveau de vigilance qui augmente, parfois qui baisse, ça dépend, mais en général, c'est plus de niveau de vigilance. Il y a le stress somatique, ça va être la boule au ventre, la boule à la gorge, ça va être la tension dans tout le corps, ça va être une suragitation, enfin, tu vois, ça peut être plein de choses comme ça. Et comportemental, ça peut être par exemple une inhibition totale, je ne bouge pas, je fais rien, tu vois. Souvent, scroller sur TikTok pendant des heures, un peu en mode procrastination, ça peut être aussi un symptôme de stress. Ah, moi, ça me stresse, ouais. Ah, ouais. Inhibiteur, tu vois. Donc ça va être un peu comme ça. Parfois, c'est de l'agitation. Tu vas être stressé, tu vas courir dans tous les sens, tu vas faire attention à rien, ton attention va être dans tous les sens. Ça peut être aussi un stress comportemental. Donc la première chose, c'est donner une définition. Une fois que tu as ta définition, tu sais que c'est ni bon ni pas bon. Tu sais en fait comment ça fonctionne, que ça te permet de t'adapter et tu vas comprendre après quels sont tes symptômes. Une fois que tu as compris tes symptômes, j'ai du stress somatique, cognitif, comportemental, tu vas chercher à reconnaître les déclencheurs. Donc les déclencheurs, ça peut être des déclencheurs internes comme ça peut être des déclencheurs externes. Tu m'as expliqué tout à l'heure que vous êtes 3 dans la boîte, vous avez discuté un petit peu, vous avez des objectifs à réaliser et que forcément ça génère du stress.
vous avez des tâches à réaliser et on va dire des cases à cocher chaque mois. Si c'est pas coché, ça génère de la tension. Là, c'est hyper intéressant parce que ton stress, il peut être vraiment lié à quelque chose d'interne ou d'externe. Imaginons que tu as je vais prendre l'exemple d'un patron dans une boîte, tu vois, ça peut être un entraîneur dans le sport, mais si tu sais que si tu réalises ton objectif ou que tu ne réalises pas, derrière, tu vas avoir des grosses sanctions et ça va mal se passer, t'as pas de sécurité psychologique. Donc ça veut dire que le déclencheur du stress va être plus externe. Ok. Maintenant, si tout va bien, c'est-à-dire qu'un patron il est cool, tant que tu fais bien ton boulot, tout ça, ça se passe bien, et même tu as un manager, il est cool aussi, ta vie ça va bien, à la maison ça se passe bien, enfin tout se passe bien, mais par contre tu es hyper anxieux au quotidien, tu as des gros soucis de stress, à plein de symptômes, là ça peut être parce que ton corps et ton cerveau traitent mal l'information. Il traite mal l'information, et donc il n'est pas capable de bien gérer tout ce qu'il a à gérer dans des conditions normales. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des conditions normales et des conditions pas normales. C'est quoi la différence entre les deux, du coup? La différence entre les deux, c'est que si, je sais pas, si t'as une famille, par exemple, si t'as une famille qui est pas forcément aidante et qui au contraire est très anxiogène, ça peut être un facteur externe de stress, tu vois. Et tu peux, par exemple, faire de la respiration, de la méditation autant que tu veux, ça ne retirera pas ce facteur de stress. Ça peut t'aider quand même à mieux gérer ton stress, mais ça ne retirera pas ce facteur de stress. Par contre, si tout va bien, mais que tu stresses beaucoup, c'est que là, par contre, un travail de visualisation, un travail de respiration, un travail de méditation, tous les on va dire, les exercices même de vraiment travail cognitif qui vont te permettre de mieux traiter l'information, ça va avoir un très bon impact. Et en fait, dans tous les cas, il y a toujours un petit peu des deux. Donc moi, je pars du principe que travailler sur soi, c'est toujours important, parce que même dans une situation où tu n'as pas trop de marge de manœuvre, ça va te permettre quand même de mieux te sentir et de revoir un peu tes priorités. Et dans certains cas, au mieux, il va falloir réussir à retirer les contraintes externes. Donc voilà, je résume un petit peu. Non, mais c'est très bien dit, hein. Je résume un petit peu. Définition du stress. Une fois que tu as ta définition du stress, tu prends conscience des symptômes. Donc, dans quel cas ça arrive, dans quel cas ça n'arrive pas. Il y a aussi deux grosses différences à faire avec le stress, parce que tu as le stress aigu et le stress chronique. Le stress aigu, ça peut être, par exemple, je suis en compétition et donc j'ai du stress. Ce stress, il n'est pas forcément négatif. Au contraire, il est très bien. Parce qu'il va augmenter ton niveau de vigilance, il va mettre ton corps en tension, il va le préparer au combat, donc c'est un stress qui est très très bien. Mais si tu n'avais pas ce stress, tu ne serais pas performant. Ah, c'est ça, voilà, ce serait bizarre. Enfin, Ouais. c'est en fait, enfin, aussi, moi, ce que j'ai vu, c'est que le stress en compète, c'est que ça te tient à cœur aussi de le faire. Oui, exactement. Tu t'en fous. Exactement, ouais, c'est vrai. Donc, C'est par rapport à l'enjeu. ouais, c'est S'il y a ça, beaucoup voilà. d'enjeux, tu vas avoir beaucoup de stress. S'il y a moins d'enjeux, ça. Si tu stresses pas, tu vois, demain, toi, tu fais un combat de boxe, si t'es pas stressé, Ouais. Là, je risque de moins mettre ma garde et de. je pense que tu vas te Il y avait prendre un peu la ouais, un KO au premier round. Ça risque d'être un peu difficile. Ouais, Mais tu c'est vois, ça. souvent, moi, je dis pas de stress, pas de perf. Ah, C'est que- ça fait sens, ouais. Mais souvent, tu vois, on part du principe, ah, mais je vais arrêter d'être stressé en compétition, je vais arrêter me sentir mal en compétition, tout ça. Et en fait, le stress, il est bien, il est hyper important, il est présent et c'est bien. Mais il faut que ça soit du bon stress. Le stress somatique, il est bon jusqu'à un certain niveau. Donc, tu vas avoir une courbe en U inversée, tu vas avoir un optimum de performance. Mais si ça dépasse cet optimum, plus tu as de stress somatique, après, plus ta performance se dégrade. Le stress cognitif, c'est différent. Le stress cognitif, il n'est pas positif. Plus tu en as, plus ta performance se dégrade. Il n'y a pas d'optimum de performance dessus. C'est ce que j'ai un peu. Ouais, moi, je fais beaucoup de tennis quand j'étais petit. Ok. Et à l'entraînement, j'avais un niveau, j'étais nul, enfin, j'étais normal, tu vois. Ok. À l'entraînement, je jouais bien. Tu vois, pour donner un peu des ordres de classement, j'étais 30 à 11 ans, tu vois, par là. D'accord. Ok. C'était correct. Et à l'entraînement, je jouais bien, tu vois, contre des mecs qui étaient 15-5, etc. Et en match, contre des mecs qui étaient un peu moins classés, un peu moins bien classés que moi, impossible de mettre une balle dans le terrain. Et en fait, du coup, j'ai du stress somatique, c'est ça, non? Ça dépend. Ah, c'était, Ça ouais. dépend comment tu te sentais sur le moment. Ah, Est-ce non, que j'étais tu avais stressé. dépensé? Est-ce que J'étais stressé. Ok. Stressé comment du coup? C'était quoi tes symptômes? J'étais stressé, vraiment, bah, c'est tout bête, mais juste envoyer une balle, impossible. Donc, elle partait dans le filet, elle partait dans le mur, dans la tête du mec, peu importe, tu vois. Mais je faisais D'accord. n'importe Ah, quoi. donc tu avais un blocage un peu physique. Un D'accord. blocage physique. Et ce qui est fou, et là, du coup, ce qui va aller plus loin que ça, c'est que maintenant, ça va créer un trauma, je pense. Ok. Parce que dès que je vais sur un terrain de tennis, ou que tu vois, dans un sport, ça devient un peu sérieux, tu vois. Typiquement, là, JB, j'ai commencé il y a un mois seulement. Mais tu vois, les entraînements, maintenant, je commence à. Je suis nul, hein, je suis trop nul. Je commence à maîtriser une technique, je vais commencer à perdre, ça me tient à cœur, du coup, je vais m'énerver, tu vois.
Ok, En d'accord. fait, du coup, ça m'a créé un trauma, je pense. Et pour te dire que maintenant, dès que je suis sur un terrain de Si tennis, tu es en situation d'échec, tu vas commencer à dans le réagir sport, dans le sport. dans le sport. Même, tu vois, D'accord. avec Arthur qui est derrière la caméra, à un moment, on avait fait du squash en Asie et je voulais pas perdre. Pour moi, c'était impossible de perdre, Ok, tu vois. d'accord. Donc, pareil, tu vois, c'est pour dire que, je sais pas pourquoi je dis ça, mais en gros, je pense que même moi, dessus, j'ai un truc à régler. Parce que c'est pas Ok, possible, tu d'accord. vois, d'être aussi stressé. On en parlera dans un prochain épisode. Ouais. Mais, tu vois, là, pour donner un exemple concret avec ce que tu me dis, Ouais, dis-moi, c'est vas-y. top. Là, si on faisait un travail ensemble, on commencerait de la même manière, définition du stress, pour que tu saches ce que c'est, quels sont tes symptômes, donc pour savoir exactement sur lequel on peut travailler. Si le problème, c'est le stress somatique, on va réguler le stress somatique, avec des techniques de respiration, par exemple. Si le problème, c'est le stress cognitif, un travail de méditation, ça va être super, parce que ça permet de diminuer le nombre de pensées de manière drastique. Souvent, c'est ça le problème du stress cognitif, c'est le nombre de pensées qui vient perturber la performance. Stress comportemental aussi, voir les déclencheurs du stress. C'est quoi le déclencheur? Ça veut dire que ça peut être quoi les enjeux derrière? Si tu perds le match, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, souvent c'est ça en fait, c'est C'est une très l'après. bonne question, ça. Ouais. Ouais, mais tu vois, c'est Ouais. souvent ça le Ça se truc. passerait, en fait. Si je perds le match ou si je réussis le match, qu'est-ce qui se passe après? Tu vois, souvent on se dit Ouais, bien il se sûr, passe ouais. rien. Souvent on dit il se passe rien, mais quand même notre cerveau il fait tout un scénario qui nous impacte dans le moment présent et qui nous sort du moment présent justement. Et c'est en travaillant sur le futur, en travaillant sur, par exemple avec des techniques de visualisation, on va réussir à se réancrer dans le moment présent. Il y aurait plein de choses à faire. Mais tu vois, là, t'as parlé de deux choses qui m'intéressent. Parce que tu vois, moi, depuis que j'ai 15 ans, j'entends parler de méditation. Ok. Tu vois, affirmation, visualisation. Et tu sais, c'est un peu, on va dire, comme je t'ai dit, les basiques du développement personnel. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses concrètement de ces méthodes? Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça dépend des cas de figure? Et surtout pour tout ce qui est, bah, du coup, non, en vrai, des trois, comment, du coup, essayer de l'incorporer facilement dans son quotidien? Ok. Bah, en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, déjà, ça dépend de l'objectif. Si c'est de la gestion du stress, oui, ça peut avoir un super impact, mais il faut pas se tromper sur les déclencheurs du stress. Si le déclencheur du stress, c'est un facteur externe, par exemple, je sais pas, tu es chez toi, tu es stressé, tu sais pas pourquoi, mais en fait, on t'a dit il y a 2 mois que ta maison, elle tenait pas bien, enfin, les fondations sont pas bien faites, et que ça risque de tomber dessus. Voilà, tu as peut-être une petite idée de pourquoi tu as du stress quand tu es chez toi. Tu vois, c'est une explication bête, mais pour donner un exemple précis, si par contre il n'y a pas ça, les exercices de visualisation, de dialogue interne, de méditation, en fait, ça va vraiment travailler sur tout ton fonctionnement cérébral. Et en le travaillant souvent, via la plasticité cérébrale, tu vas avoir une réorganisation de ton cerveau à certains niveaux. Et donc, en général, tu vas être plus concentré, tu vas avoir aussi plus de facilité à diriger ton attention. Parce que le gros problème du stress, par exemple, c'est la direction de l'attention. Notre attention va soit être trop diffuse, soit trop concentrée sur des choses qui ne sont pas pertinentes pour nous. Par exemple, je ne sais pas, je vais penser à tout ce qui pourrait arriver mal si ça marche pas, donc le futur, ou je vais penser à tout ce que j'ai mal fait avant, donc le passé, mais je ne vais pas penser à ce que je suis en train de faire là maintenant, être concentré sur la tâche et être simplement dans ce que je fais, et aussi potentiellement avoir une pensée plus positive et une pensée plus optimiste. Alors, pas un optimisme un peu pourri Oui, bisounours, bien sûr. mais un optimisme sérieux, concret, qui permet d'avancer. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ensuite, tu as répondu à ma question. De toute façon, en fait, plus je te parle, et plus je commence. Enfin, ton métier, je le connais pas, je le découvre. Mais c'est vrai que les questions, en fait, c'est dur d'y répondre. Pour toi, d'ailleurs, tu fais bien parce que du coup, c'est vrai que toi, en fait, quand je te pose une question, ça dépend des cas de figure, ça dépend de plein de facteurs externes que je commence du coup à découvrir. Donc, non, c'était super précis. Euh, Il y a aussi un point, du coup, que je voulais voir avec toi. C'est, il y a beaucoup de personnes, dans mon entourage en tout cas, qui ont du mal parfois à dormir. Ok, Ou à bien dormir. d'accord. Euh, Est-ce que du coup, tu as peut-être, je sais pas, on parle souvent de morning routine, de routine du soir aussi, du coup, à mettre en place. Ok, ouais. Est-ce que c'est des techniques du coup qui peuvent marcher? Typiquement, tu vois, je sais que moi en ce moment, euh, j'arrive pas forcément à bien dormir. Par contre, j'ai repris la lecture Ok, donc, d'accord. avant de dormir. En gros, je coupe un peu mon téléphone et je vois que bizarrement, je dors mieux, tu vois. Est-ce que toi, c'est pareil, c'est des cas que tu vois souvent et comment du coup tu les accompagnes? Pareil, de façon générale, parce qu'on sait que cas par cas, t'as plein de facteurs qui peuvent influencer les gens. C'est pareil, c'est toujours un peu dans la même optique. Je vais regarder ce qu'ils font pas, quelles sont leurs habitudes et comment est-ce qu'ils savent déjà un peu comment ça fonctionne bien chez eux, parce que souvent on a beaucoup de données. Si tu regardes un petit peu le passé de la personne, une époque où elle dormait bien, une époque où elle dormait très mal, tu regardes des habitudes, juste en faisant un retour comme ça, les personnes arrivent à se connaître déjà un petit peu mieux et à prendre de meilleures habitudes.
toute l'idée des morning routines, des petites routines que tu peux avoir même avant l'endormissement, avant le soir, ça peut avoir un très bon impact, mais enfin, c'est toujours dans la même optique, faut travailler là où ça va avoir un intérêt. Si par exemple si c'est juste que tu regardes trop ton téléphone avant de te coucher, et que ton cerveau réagit très mal à ça, par exemple à la lumière de l'eau de ton téléphone, et effectivement, ça peut être pas mal d'arrêter de le faire. Et dans ce cas-là, faut trouver d'autres petites techniques pour arrêter de le faire ou pour compenser avec autre chose. Tu m'as parlé de lecture. La lecture, c'est super. Plus ça fatigue les yeux un peu le soir, donc C'est vrai. T'as pas de lumière qui t'arrive dans la figure et voilà quoi, ça stimule un peu ton imagination. Alors attention à pas lire justement des livres un peu trop punchy parce que sinon tu vas être à fond quoi. Ouais, Tu c'est vas clair. vouloir dormir, mais en fait tu vas être suractivé. Donc ouais, faut trouver justement des petites routines qui permettent de te désactiver, de te sous-activer, de te relaxer avant de dormir. Et puis après, ça dépend. T'as des personnes qui dorment mal parce qu'ils vont faire de l'apnée du sommeil, ou t'as des personnes qui dorment mal parce qu'il va y avoir après des problématiques médicales derrière. Donc là, il faut faire un travail médical avec un médecin, avec des professionnels du domaine. Soit ça peut être aussi une problématique de stress. Donc t'as des gens qui veulent pas inconsciemment aller se coucher parce qu'ils ont pas envie de vivre la journée de demain. Donc, par exemple, si tu sais que tu es dans une période un peu difficile, même tu essaies de réaliser un objectif qui te tient à cœur, mais ça reste une période difficile et tu vas pas kiffer la journée de demain, et forcément que le sommeil va être un petit peu déréglé parce que avant de te coucher, voilà, t'as pas envie tu sais que si tu dors, tu vas te réveiller le lendemain pour faire ta journée, quoi. Donc t'as pas envie de dormir. Ton cerveau, il le voit un petit peu comme ça. Donc t'as plein de façons de travailler là-dessus, mais je dirais que dans la plupart des cas, c'est souvent des problèmes d'habitude. Dans la plupart des cas, c'est souvent des petits problèmes d'habitude du matin, du soir, comment on se couche, comment on trouve des choses adaptées à soi pour avoir un bon niveau d'activation avant de se coucher. Donc, en général, ça va très bien. Quand ça marche pas, c'est peut-être qu'il y a autre chose, donc il faut travailler là-dessus. Peut-être que c'est justement une problématique de gestion du stress ou d'optimisme ou ton cerveau il s'affole avant de se coucher, donc il va falloir le calmer un petit peu. C'est ce que j'ai, moi. Comme Typiquement. Ah ouais? Ouais, c'est ce que j'ai, ouais. D'accord. T'as déjà essayé les petites techniques de respiration, cohérence cardiaque ou autre chose comme ça avant de te coucher? Bah, en fait, si tu veux, moi, ça fait, tu sais, ouais, maintenant, ça fait quasiment 10 ans que, justement, je connais un petit peu tout ce qui est méditation, etc. Et je sais que, tu vois, typiquement, quand j'ai beaucoup de pensées avant de dormir, je sais que si je dors comme ça, en fait, en pleine nuit, je vais me réveiller. Parce qu'en gros, j'aurai une pensée qui va Ok, d'accord. naître dans mon cerveau. Et en fait, tant que j'ai pas réglé la solution, je pourrais pas dormir. Ok, d'accord. Alors qu'en vrai, c'est tout con, il est 3 heures du matin, qu'est-ce que je vais régler? Tu vois, la personne qui est en face, ça se trouve, elle dort, enfin, tout le monde dort, tu vois. Je peux rien régler. Mais du coup, je le fais, parfois. D'accord. Et quand je le fais avant de dormir, en effet, ça me fait du bien. Ok. Et même, ça m'endort, en fait. Mais après, cohérence cardiaque, moi, je fais plus de la méditation. Mais cohérence cardiaque, je sais pas vraiment la différence qu'il y a. C'est quoi? C'est tu... Cohérence cardiaque, c'est un travail de respiration au Ok. 5-5. Donc le but, c'est de réguler. On va dire le but, c'est d'équilibrer ton système sympathique et parasympathique. Donc en gros, c'est l'accélérateur et le frein que tu as dans ton système nerveux autonome qui va te permettre de te mettre en action, au contraire, de te calmer et de récupérer. Donc ça, la cohérence cardiaque va permettre ça justement. Ça va aussi augmenter sur de longues périodes la variabilité cardiaque, qui est en fait un peu pas le niveau de chaos entre tes battements de cœur, mais c'est comment je pourrais l'expliquer simplement? Ouais, la cohérence cardiaque. Tu vois, tes battements de cœur, Ouais. s'ils battent de manière trop régulière, c'est pas bon. On pourrait penser trop régulière? Ouais, si Ok. tes battements sont trop réguliers, c'est pas bon. On pourrait penser que c'est le contraire, mais non, c'est pas bon. Au contraire, si c'est un petit peu chaotique, si tu as un battement, après tu as un battement qui arrive à un autre moment, ensuite c'est très variable en fait. Si les battements sont très variables, c'est très bon pour la santé. Très très bon pour la santé. Donc tu vois, ça a un effet là-dessus. Après, voilà, il y a la cohérence cardiaque, il y a plein de choses. Et tu vois, là, tu m'as parlé de résolution de problèmes. Ouais. En fait, là, ce que tu m'as dit, c'est que tu n'arrives pas à dormir ou tu te réveilles la nuit parce qu'en fait, tu as un truc en tête que tu n'as pas réglé. Ça joue tout le temps, Faut je peux pas ouais. Mais tu vois, ça c'est intéressant parce que justement, tu le règles avant de te coucher. Tu fais en sorte de plus avoir de trucs comme ça à régler avant de te coucher et ça marche. Ou alors, tu te dis, je le ferai demain. Tu te donnes un moment ou une heure pour le faire le lendemain et pour pas avoir à le faire pendant la nuit. Et si t'as peur d'oublier, tu le notes. Il y a plein de. Ouais, mais c'est sûr, ouais, mais ça, c'est une bonne technique. C'est comme, tu vois, technique, c'est con, mais en fait, typiquement, tout à l'heure, c'est vrai que mes affaires, j'ai tout fait ce matin, tu vois. En fait, du coup, avant de dormir, je me dis, putain, attends, faut que je prenne le micro, faut que je prenne ça, 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 ça. Et en fait, si la veille, mon sac, je l'avais fait, j'aurais pas eu de souci à faire de questions là-dessus, tu vois. Donc, non, c'est des bonnes questions. Je finirai avec une dernière question.
C'est une question, je sais pas si on t'a déjà posé, mais typiquement, dès que je suis un peu stressé et que je bois beaucoup de café, je sens que tu vois, mon cœur il bat hyper vite. Ok. Est-ce que pour les gens parfois qui sont dans des phases de stress, prendre trop de caféine ou de théine, c'est pas forcément recommandé ou est-ce que ma question est totalement débile? Ouais, non, elle est pas débile ta question, mais je pense que dans tous les cas, c'est pas bon de prendre trop de café et Ouais, bah trop de thé. ouais. En fait, après, ça dépend des objectifs, mais il y a toujours une accoutumance. Dès que tu prends des substances, que ce soit la nourriture ou autre chose, il y a un phénomène d'accoutumance. Donc, dans tous les cas, je dirais que si, quand t'en prends pas, tu sens que tu as besoin d'en reprendre et que sinon tu te sens pas bien dans tes baskets, ça peut être un problème. Donc, boire du café, boire beaucoup de café, c'est pas spécialement un problème. Mais vu qu'il y a une accoutumance, il faut savoir gérer ça et ça te donne aussi un feedback sur ton équilibre au quotidien. Si sans le café tu peux pas, moi j'ai des potes. Hein, Moi c'est ça, hein, moi sans le café j'ai du mal. Hein. Ah ouais? Sans le café pour démarrer la journée, fou, il faut 4 heures. Après, tu vois, ça peut être des habitudes Ouais. aussi. Enfin, c'est pas que le café, mais c'est aussi des habitudes que tu as pris qui font que ça te conditionne mentalement. Il y a aussi cet effet, c'est que parfois, tu peux être très Du coup c'est accoutumé. placebo un peu quoi. Ouais, C'est un peu l'effet exactement. placebo. Ok. Exactement. Bah, souvent, tu vois, rien que le dialogue interne que tu viens de dire, moi, sans le café le matin, je peux mettre 4 heures. Là, on est sur une croyance. Là. Ouais, c'est une croyance, Ouais. c'est une Alors, grosse croyance. ça peut être vrai ou ça peut être faux. Ou ça peut être un peu vrai ou un peu faux. Mais c'est une croyance. Donc, tu vois, si justement on part de cette croyance, tu peux aller un peu à l'encontre de cette croyance et tester d'autres choses le matin. Tu vois. Dire, ok, bah, le matin, je vais faire ça différemment, je vais changer le café par tel truc et on va voir si ça marche ou pas. Quoi. Moi ce qui me fascine dans ce podcast c'est que tout part des croyances. Enfin tout part beaucoup part des croyances. Et c'est vrai que moi depuis que je tente de changer les miennes, en fait tu vois que ta vie elle change. Mm. Et en fait ce qui est fou c'est que vu que ta vie elle change, parce que tes croyances du coup tu les as changées, en fait du coup bah tu te dis bah attends mais la vie elle est trop bien comme ça tu vois. Tu sais c'est un peu comme quand tu mets des lunettes. Tu vois je sais pas là j'ai des lunettes bleues, Complètement. Ouais. croyances positives, Complètement. et lunettes rouges, croyances limitantes tu vois. Bah, du coup bah ça forcément ça te renforce dans ton truc de ah bah ok en fait la vie elle est comme ça tu vois. Bah écoute, merci Pierre pour ce podcast. Écoute, c'était avec. Je pense qu'on fera une partie 3, je t'en fais un check. Hein. Ah bah, avec grand plaisir. Mais il y a trop de choses à chaque fois qu'on aborde. Et ce qui est cool, c'est que bah, du coup, j'aurai encore des feedbacks. Et toi aussi, du coup, des personnes qui vont écouter. Donc écoutez, bah, posez vos questions si vous voulez. Hein, parce que, en fait, on se rend compte que de plus en plus, bah, on a des retours ou des points peut-être qu'on n'a pas abordés, etc. Envoyez-nous un message, vous venez nous le dire carrément, bah, Pierre ou à moi si vous nous croisez. Et on sera heureux de faire un autre podcast pour en parler. Donc, Pierre, il va venir tous les mois faire un podcast. Mais merci à toi Ouais, d'être c'est avec venu. plaisir. En Je plus, te pas passe la loin, main, donc, je te check, peu ouais, importe. À bientôt. Même. À bientôt. Merci à vous qui écoutez le podcast. Merci Pierre. Ciao. Ciao, ciao. C'est la fin de ce podcast. T'es triste. Moi aussi. Reste encore un petit peu. J'ai une annonce à te faire. Maintenant, on est partenaire avec Nutrimuscle, entreprise française de compléments alimentaires. En utilisant le code CNR10, t'as 10% de remise des 50 € d'achat. Quant à moi, je te dis rendez-vous mardi prochain. Prends soin de toi. Ciao, ciao.